Salut, c'est Gaëlle Daydream, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. D'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, y compris mes abonnés en Suisse que je n'ai pas cité la dernière fois, mais je sais que j'ai au moins une abonnée en Suisse, que je salue d'ailleurs, et j'espère qu'il y en aura plus d'ici peu de temps. Je vous l'ai annoncé depuis la semaine dernière, j'ai changé un petit peu de cap dans l'horreur, et je voudrais plus en ce moment vous raconter des histoires documentées de crimes, de disparitions et des histoires réelles derrière des films d'horreur, comme vraiment des histoires réelles et avérées. Mais comme je l'ai dit, il y aura toujours une journée dédiée aux traits d'horreur. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette intro parce que j'aurai quelque chose à vous dire. Et en fait, la raison derrière ce changement est que tout simplement, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est vraiment ce genre de lecture. Du coup, comme d'hab, je voulais partager avec vous. Ma petite annonce, c'est que il va y avoir des lives. Et c'est ça, je vais voir si je vais alterner entre traits d'horreur en vidéo préenregistrée et traits d'horreur en live. Du coup, probablement que si je fais des lives, ça va être les vendredis. Donc dites-moi dans les commentaires quelle heure vous conviendrait le plus. Mettons par exemple, est-ce que vous préférez que ce soit les vendredis soirs, puis à partir de quelle heure vous irez le plus. Comme ça, moi, je m'ajusterai par rapport à ça. Et bien sûr, vu que j'ai pas encore droit à faire des posts sur YouTube, du coup, mes lives vont être annoncés sur Instagram. Puis je vais faire aussi des shorts où j'annoncerai ces lives. Donc, soyez à l'affût. Quoi dire d'autre? Bref, pour ce soir, j'ai prévu au menu une disparition mystérieuse et non résolue. Vous êtes prêts? Allons-y. Eric Lewis a disparu le 1er juillet 2010 au parc national du Mont-Rainier dans l'État de Washington. Eric Lewis était originaire de la ville de Duval à Washington et il avait 57 ans lorsqu'il avait été porté disparu près du sommet de Mont-Rainier lors d'une escalade de montagne le 1er juillet 2010. Il escaladait le Mont-Rainier avec deux de ses amis et à un moment, ils ont tiré sur la corde d'escalade pour trouver une bobine et un nœud sans Eric au bout. Pour vous expliquer un petit peu la bobine, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en escalade et pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que j'aime beaucoup l'escalade. Donc on a une bobine, puis un accroche, là un clip d'accroche et un nœud. Puis en général, il y a différents nœuds, mais pour les escalades sur glacier comme ça, les nœuds qu'on fait, en gros, c'est des nœuds papillons. Une grande battue s'était mise en place et seul son sac à dos a été retrouvé dans une grotte enneigée. Eric, lui, est toujours porté disparu, et ce depuis près de 11 ans. Est-ce qu'Eric aurait été effrayé par quelque chose ou par quelqu'un? Est-ce que ses compagnons d'escalade l'auraient tué, enterré et puis clamé qu'il avait disparu? Comment est-ce que son équipement aurait pu finir dans une grotte enneigée? Bref, la question est, que s'est-il vraiment passé au Mont-Rainier en ce 1er juillet 2010? Pour peut-être pouvoir répondre et avoir quelques théories sur la disparition d'Eric Lewis, il faut déjà connaître l'histoire. Donc commençons d'abord par présenter le Mont-Rainier. Le Mont-Rainier, qui est également connu sous le nom de Tahoma ou de Tacoma Peak, culmine à une hauteur de 4392 mètres et est situé au parc national du même nom dans l'État de Washington, à environ 95 km au sud-sud-est de Seattle et au nord-est de Portland. Il représente la plus haute montagne de l'État de Washington et c'est aussi un grand stratovolcan actif dans la chaîne des cascades du nord-ouest du Pacifique. À cause des fortes probabilités d'éruption prochaine, le Mont-Rainier est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux au monde. L'ascension du Mont-Rainier se fait souvent par une voie appelée le Gibraltar Ledges, et c'est une route d'escalade de difficulté niveau 2
avec un dénivelé de 35 à 50 degrés de neige et de glace. Le Gibraltar Ledges a été gravi par Hazard Stevens et Philemon Beecher Van Trump en 1870 et depuis, elle est considérée comme la voie d'hiver standard sur cette montagne. C'est donc tout à fait normal que ce soit cette route qu'Eric Lewis et ses coéquipiers ont choisi pour leur ascension. Leur plan d'ascension était tout à fait standard. Ils devaient monter le bord ouest du glacier Cowlitz pour atteindre la base du rocher de Gibraltar, escalader une chute de glace entre le rocher de Gibraltar et la falaise de glace supérieure de Nisqually, puis continuer jusqu'au bord du cratère qu'ils devaient traverser pour atteindre le véritable sommet du mont Rainier. Alors que les trois hommes remontaient la route de Gibraltar Ledges et n'étaient plus si loin du sommet, ils ont rencontré des vents violents et la visibilité en raison de la poudreuse était devenue très limitée et très faible. C'est durant cette période qu'Eric s'est inexplicablement séparé de ses deux compagnons d'escalade. En effet, à environ 4236 mètres d'altitude, le grimpeur en tête de l'ascension Dumstrom Jr. s'est arrêté et a été rejoint par le deuxième grimpeur sur la corde, Trevor Lane. Les deux hommes ont attendu qu'Eric les rejoigne, mais celui-ci n'est jamais arrivé à leur niveau. Ils ont alors tiré sur la corde pour l'aider à monter, mais ils n'ont trouvé qu'une bobine avec un nœud papillon au bout, mais sans Eric. Ce qui était bizarre, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'Eric Lewis, alors que tous les deux, ils étaient sûrs de l'avoir aperçu au bout de la corde quelques instants auparavant. Trevor et Don ont immédiatement redescendu la pente en dessous d'eux, et après une recherche approfondie de la zone, une recherche infructueuse bien sûr, ils se sont dirigés vers la crête du sommet. Ils pensaient que peut-être Eric les aurait contournés d'une manière ou d'une autre pendant qu'ils le cherchaient un peu plus bas. Lorsqu'ils ne l'ont pas retrouvé sur la crête, les deux hommes sont redescendus au camp de Muir, qui est un camp d'escalade situé un peu plus bas à 3100 mètres d'altitude, et ont signalé l'incident aux Rangers. C'est à partir de là qu'une vraie battue s'est faite pour retrouver Eric Lewis. Une équipe d'alpinistes a fouillé les zones de Nisqually, Icefall et Gibraltar Fall, et un hélicoptère Chinook de l'armée a survolé différentes zones d'escalade où Eric aurait pu se retrouver. En fin d'après-midi, le garde forestier Tom Payne et deux des guides de montagne ont grimpé au sommet et y ont recherché Eric ou des traces de son passage, mais sans succès. Le lendemain, à 7h30 du matin, les recherches ont repris, mais avec une envergure plus grande, avec plus de 40 personnes impliquées. Les chercheurs au sol comprenaient des rangers d'escalade du service des parcs nationaux, des guides d'escalade de Rainier Mountaineering Incorporation et d'Alpine Ascents International et des bénévoles d'Olympic Mountain Rescue. Les gardes du parc, qui étaient à bord d'un hélicoptère militaire Chinook de Fort Lewis et d'un hélicoptère commercial de Northwest Helicopters, étaient en train de rechercher Eric Lewis par la voie des airs. Durant ce deuxième jour, les chercheurs ont découvert le sac à dos, le harnais d'escalade et la pelle à neige d'Eric Lewis à environ 4145 mètres d'altitude, non loin d'une petite grotte enneigée qui se trouvait à 4200 mètres d'altitude environ. Donc c'était vraiment entre là où ils ont trouvé le matériel d'Eric et la grotte, il n'y avait que quelques centaines de mètres. Donc au final, Eric n'avait pas de sac de couchage, pas de tente, pas de nourriture, ni même de doudoune avec lui. Il était livré à lui-même et clairement plus du tout équipé pour survivre dans un environnement aussi hostile que celui de Mont Rainier. Le troisième jour des recherches, les opérations aériennes et terrestres ont repris. Les Rangers déployés au camp Muir ont poursuivi les opérations de recherche au sol, et ce, skiant jusqu'à la base de Gibraltar Fall pour rechercher des signes potentiels du passage d'Eric Lewis. Après avoir épuisé les terrains explorables du côté du glacier Ingram la veille,
La recherche au sol a été recentrée du côté du glacier Nisqually pour répondre à la possibilité que Lewis soit tombé en descendant les routes de Gibraltar Ledges ou de Gibraltar Fall. Les gardes forestiers ont soigneusement examiné le terrain dans la ligne de pente de ces deux itinéraires. Ils ont également exploré la base de la cascade de glace Nisqually et la crête de Muir Rocks qui menait au Gibraltar Fall, et ce en grimpant jusque puis dans la Rimée sous la chute. Après avoir longuement fouillé la zone à l'intérieur et à proximité du dernier endroit connu du grimpeur, et n'ayant trouvé aucun indice supplémentaire au bout de ce 3e jour de recherche, les probabilités de trouver Eric Lewis vivant avaient considérablement diminué. Étant donné les conditions météorologiques très froides et très venteuses qui primaient pendant et après la disparition d'Eric Lewis, et surtout, comme je l'ai mentionné, Eric n'avait plus aucun équipement de secours, ce qui rendait sa survie dans des conditions aussi difficiles pendant 3 jours très peu probable. Pour le 4e jour de recherche, la météo indiquait un front approchant avec des précipitations et des vents violents sur la montagne, ce qui a obligé Glenn Kessler, le rangeur en charge de la recherche, de réduire ses efforts aériens et terrestres, sachant que la zone de battue était un terrain glacier de haute altitude qui exigeait un haut niveau de compétences techniques pour pouvoir le gravir. Vu que toutes les zones où Eric était susceptible de se trouver ont déjà été minutieusement fouillées, il a préféré se restreindre aux patrouilles de zone standard pour ne pas mettre son équipe en danger à cause de la météo qui empirait. Maintenant, la question que nous nous posons tous est: qu'est-il vraiment arrivé à Eric Lewis sur le mont Rainier? Don Storm et Trevor Lane, qui accompagnaient Eric dans cette ascension, l'ont recherché partout sur leur itinéraire. D'après leur compte Instagram, ils auraient même retracé leurs pas. Mais plusieurs personnes avanceraient la probabilité qu'ils aient peut-être intentionnellement coupé la corde d'Eric Lewis pour des raisons qui nous sont inconnues. C'est une possibilité tangible, sachant que Joe Simpson, dans son film Touching the Void, a raconté la façon dont son compagnon d'escalade, Simon Yates, a coupé sa corde lors d'une ascension sur la face ouest du Ciula Grande dans les Andes péruviennes en 1985. Dans cet incident, pendant la descente, un accident a fait tomber Simpson d'une falaise alors qu'il était attaché à Yates. Ce dernier a été contraint de couper la corde pour éviter qu'ils ne tombent tous les deux. Simpson a survécu miraculeusement après avoir rampé hors d'une grotte de neige avec des os cassés et incapable de se tenir debout. Pour revenir au cas d'Eric Lewis, vu que le sol était complètement couvert de neige, suivre ses traces aurait dû être facile. Mais celui-ci n'a laissé aucune autre empreinte à part celle qui suivait ses compagnons. Les chercheurs n'ont trouvé nulle part des signes prouvant qu'il s'était séparé de son groupe. Son équipement d'escalade a été retrouvé dans une grotte à 60 mètres en dessous de l'endroit où il avait disparu. Plus encore, s'il s'était blessé ou s'il s'était perdu, il n'avait aucune raison d'abandonner du matériel lui permettant de survivre. Bref, malgré toutes ces recherches, Eric Lewis n'a jamais été trouvé sur le mont Rainier. Et plusieurs questions restent toujours sans réponse. Pourquoi Eric s'est-il détaché de la corde? Souffrait-il d'hypothermie alors qu'il se cachait dans la grotte, ce qui lui aurait causé une désorientation? A-t-il eu une crise de panique en se sentant perdu, ce qui l'a entraîné à s'enfuir en laissant son matériel derrière lui? Ce qui est vraiment très peu probable pour un grimpeur qui est expérimenté comme lui. Ou peut-être que quelque chose ou quelqu'un lui aurait fait peur, ce qui l'a entraîné à couper sa corde. C'est aussi une probabilité, non? Mais ce qui va sûrement vous donner des frissons, si vous ne les avez pas eus jusque-là, c'est qu'Eric Lewis n'est pas le seul cas de disparition mystérieuse sur cette montagne. Chad Hansen en 1997, Joe Wood en 1999 et Karen Sykes en 2014 ont tous les trois disparu sur le mont Rainier dans des circonstances mystérieuses. Alors, ce que j'attends de vous, c'est que vous me dites vos théories dans les commentaires, et si cette vidéo atteint 200 likes, je vous raconterai l'histoire de la mystérieuse disparition et mort de Karen Sykes dans le mont Rainier.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette disparition vous a autant intrigué que moi. Si c'est le cas, bien sûr, soyez au rendez-vous pour les vidéos qui viennent parce que on va rester un petit peu dans le même domaine, comme j'ai dit en intro. Pour l'énigme de la semaine dernière, la réponse était un cimetière, car c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, mais aucun de ses habitants n'est vivant. Et pour cette semaine, l'énigme dit « Je n'ai pas de main, je n'ai pas de pieds, je n'ai même pas d'ailes, et pourtant j'arrive à monter jusqu'au ciel où tout le monde peut me voir. Qui je suis? Ou peut-être qu'est-ce que je suis ?» Comme d'habitude, la première personne qui me donnera la bonne réponse verra son commentaire épinglé. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires bien